notre invité politique ce matin, c'est Marion Maréchal. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le soutien d'Éric Zemmour, évidemment candidat à la présidentielle pour son mouvement Reconquête. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Fabrice Vesser-Redon du groupe EBRA. Bonjour Fabrice. Bonjour Oriane. On va évidemment parler du programme et de la campagne d'Éric Zemmour, mais un mot sur l'actualité, c'est l'Ukraine. Et on a vu ces images terribles, 40e jour de guerre en Ukraine, les forces russes qui se retirent de la région de Kiev et des dizaines de corps qui ont été retrouvés dans la ville de Boutcha. Le président ukrainien accuse la Russie de commettre un génocide, la Russie dément. Est-ce que, comme Emmanuel Macron, vous dites que les autorités russes devront répondre de ces crimes ? Ce qui est certain, c'est que les images terribles auxquelles nous avons assisté ont toutes les apparences d'un crime de guerre, pour le coup. Donc il est important que la Cour pénale internationale puisse s'emparer de cette affaire, mener une enquête indépendante, établir des responsabilités et en effet condamner la Russie si ces faits sont confirmés et avérés tels qu'ils se présentent. Ça, c'est absolument évident. Ça nous rappelle d'ailleurs l'impérative nécessité de voir ce conflit en désescalade et de trouver une porte de sortie. De ce point de vue, d'ailleurs, les négociations ou en tout cas les annonces qui ont été faites en Turquie sont assez encourageantes malgré tout, côté russe et côté ukrainien, puisqu'on semble pouvoir avancer vers cette solution même imparfaite qui irait vers la neutralité de l'Ukraine et en parallèle des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Donc j'espère qu'aujourd'hui une solution diplomatique est envisageable pour vous. En tout cas, les signaux que nous avons hier sont encourageants et intéressants de ce point de vue-là. Et donc, je crois que le rôle de la France dans cette affaire, c'est d'accompagner au maximum cette porte de sortie, qui est la seule solution que nous ayons satisfaisante pour protéger le peuple ukrainien. Ce qui a été fait jusqu'à présent par la France et par Emmanuel Macron en particulier vous semble satisfaisant ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le président Emmanuel Macron a eu raison de maintenir le dialogue. Voilà. Malheureusement, il se trouve que ce n'est pas la France qui a été le médiateur, semble-t-il, le plus efficace. Je crois que ça tient à beaucoup de choses, notamment au fait que notre voie diplomatique depuis des années maintenant est relativement noyée dans une voie diplomatique ou pseudo-diplomatique de l'Union européenne qui est assez insaisissable et assez disparate. Le fait également que du point de vue russe, en tout cas comme du point de vue chinois et d'autres puissances, notre voie est considérée comme alignée sur celle des États-Unis du fait de notre participation au sein de l'Organisation de sécurité de l'OTAN et que de ce fait-là, nous avons plus de difficultés à être entendue comme une puissance à la fois militaire et diplomatique autonome et indépendante. Et je crois que nous le payons aujourd'hui pour... de fait, on voit bien que malgré les efforts entrepris, nous n'avons pas réussi à être le médiateur espéré. Voilà, je crois que malgré tout, c'est l'honneur de la France d'essayer de garder un maximum d'indépendance dans cette affaire et d'éviter d'être dans une espèce d'escalade à la fois verbale et dans les actes qui ne ferait qu'aggraver la situation du peuple ukrainien. Un dernier mot là-dessus, est-ce que si la guerre en Russie prend fin, en Ukraine prend fin, comme on l'espère tous, est-ce que la Russie peut revenir dans le concert des nations ? Est-ce que Vladimir Poutine peut redevenir un interlocuteur ? Ce qui est sûr, c'est qu'une fois que de toute façon les responsabilités auront été établies, nous n'avons pas le luxe de pouvoir mettre au banc du concert des nations européens et mondiales la Russie, que ça nous plaise ou non. Nous avons des relations également avec la Chine, dont tout le monde sait que c'est un régime autoritaire, pour ne pas dire totalitaire. On sait la manière dont il se comporte avec les Ouïghours. Nous avons des relations avec l'Arabie Saoudite, à qui on pourrait faire les mêmes reproches, et on se souvient tous de la guerre au Yémen. Donc malheureusement, le monde est ainsi fait que nous n'avons pas le luxe de pouvoir nous priver d'entretenir des relations, qu'elles soient diplomatiques ou économiques, avec presque la moitié des pays du monde. On sait que ce ne sont pas des grandes démocraties. Si vous voulez, le problème, c'est que la Russie ne va pas soudainement disparaître du continent européen. Vous savez aujourd'hui les dépendances qui sont les nôtres, notamment sur le plan énergétique. Alors j'entends volontiers la nécessité, et je la partage, d'expliquer qu'il faut au maximum viser l'autonomie énergétique, notamment sur le plan du nucléaire, mais néanmoins, nous n'avons pas de solution à l'instant T, immédiate, à très court terme, pour pouvoir pallier cette dépendance sur le plan pétrolier et gazier. Donc de ce point de vue-là, il faut savoir faire de la réelle politique, comme on dit, être pragmatique. Malheureusement, même si ce n'est pas toujours très agréable de travailler avec des partenaires, en effet, contestables dans leurs actes aujourd'hui. Alors, on va parler de la campagne et du programme d'Éric Zemmour, puisqu'on est à 6 jours maintenant du premier tour. La principale préoccupation des Français, c'est le pouvoir d'achat. Est-ce qu'en négligeant cette thématique, Éric Zemmour, il n'a pas fait une erreur d'analyse qui pourrait expliquer sa chute dans les sondages ? Alors je ne crois pas du tout qu'il l'ait négligé en dépit de ce qui a été dit. Le choix qu'il a fait, lui, c'était de dire « je ne veux pas mettre en compétition la question du pouvoir d'achat et la question de l'identité ». Il a justifié son entrée en campagne en disant « je veux être celui qui évite le ronronnement, si je peux dire, autour des sujets Covid et sanitaires à l'époque ».
en septembre lorsque la campagne a commencé, et puis nous avons eu cette guerre. Il a dit malheureusement les crises ne s'annulent pas, elles se cumulent, et de ce point de vue-là, nous ne pouvons pas nous permettre le luxe d'abandonner la question de la sécurité, la question de l'immigration et les mettre de côté. Donc il a fait le choix de maintenir ce sujet, et parce qu'il l'est, il a comment dire, cherché à les mettre en avant, on lui a reproché de sacrifier le pouvoir d'achat. Mais quand vous pouvez vous pencher sur son programme, c'est un programme extrêmement ambitieux, près de 28 milliards d'euros de pouvoir d'achat rendus aux Français, 32 milliards également de compétitivité rendus aux entreprises, financés par des économies à hauteur de 65 milliards. Donc vous y retrouvez des mesures pour les familles, avec le retour de l'universalité par exemple des allocations familiales, pour les salariés, avec une augmentation des bas salaires jusqu'à 2 000 euros par la baisse de la CSG. Vous allez y retrouver également une possibilité de prime, reprise d'ailleurs par Emmanuel Macron, ce qui est assez ironique, complètement défiscalisé. Vous avez copié du coup là-dessus sur la prime qui en tout cas, c'est amusant de retrouver dans le programme d'Emmanuel Macron un certain nombre de mesures défendues par Éric Zemmour. On pourrait retrouver aussi par exemple l'exonération totale des heures supplémentaires. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de mesures qui sont prises, très concrètes, pour faciliter la vie des Français de ce point de vue-là. Face à la hausse des prix de l'alimentaire, puisque les Français vont être confrontés à ça, ils y sont déjà d'ailleurs confrontés, est-ce que pour vous, il faut instaurer un chèque alimentaire si vous êtes élu ? Bon, pourquoi pas sur le principe pour les plus précaires, en effet. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si l'ensemble des mesures qui sont défendues aujourd'hui par Éric Zemmour sont mises en place, ce sont parfois jusqu'à plusieurs centaines d'euros par an, et voire même un 13e mois pour les bas salaires qui seraient permis via ces mesures. Donc on pourrait espérer, et c'est l'objectif, que justement dorénavant le travail permette de satisfaire ses besoins les plus immédiats, ce qui n'est pas toujours aujourd'hui le cas, comme on le constate pour beaucoup de Français. Sur la question de l'immigration, alors dans le programme d'Éric Zemmour, on lit arrêter le regroupement familial, limiter le droit d'asile, supprimer le droit du sol, mais immigration zéro, ce n'est pas écrit, ce n'est plus écrit. Est-ce que vous y avez renoncé ? Est-ce que finalement vous reconnaissez que l'immigration zéro, c'est pas possible ? Non, en fait, si vous voulez, l'immigration zéro, c'est un objectif, c'est-à-dire d'expliquer que demain, nous souhaiterions arriver à un solde négatif, c'est-à-dire le fait qu'il y ait plus de sorties que d'entrées. C'est d'ailleurs tout le sens, notamment de ce ministère de la remigration qui a été proposé et qui consiste à dire l'objectif, c'est de dédier un ministère à la sortie d'1 million d'étrangers à l'issue du quinquennat qui n'ont rien à faire sur le territoire français. Et on pense à travers cela... Vous cautionnez ce ministère ? Parce que le terme a parfois choqué, ministère de la remigration. Oui, je le cautionne d'autant plus qu'il y a un sondage qui a été réalisé et qui prouve qu'une majorité de Français, d'ailleurs, quelles que soient les familles politiques, exception faite de la France insoumise, partagent majoritairement le contenu de ce ministère, à savoir expulser les délinquants étrangers, 80 000 condamnés quand même étrangers par an, les 25% de détenus dans nos prisons, alors les chiffres varient, si on prenait les chiffres de Patrick Stéphanie, 900 000 clandestins sur le territoire français, les 4 000 fichiers S pour radicalisation, c'est ceux-là qui sont visés et exclusivement visés, et donc à ce titre, si vous ajoutez à cela les mesures de réduction drastique d'immigration, l'idée c'est qu'en effet à l'issue du quinquennat nous ayons un solde négatif et donc que nous puissions tenir cet objectif d'immigration zéro de ce point de vue-là. Alors il y a quand même écrit qu'il faut limiter le droit d'asile à quelques individus par an. Qui sont ces individus et c'est combien quelques individus ? C'est de revenir à l'esprit initial qui était celui finalement du droit d'asile, c'est-à-dire apporter d'abord la protection de la France à ce qui était surtout des réfugiés politiques. On voit bien qu'aujourd'hui, malheureusement, le droit d'asile est devenu une filière d'immigration clandestine dévoyée, puisque plus de 80% de ceux, vous savez, qui arrivent parfois même clandestinement sur le territoire et qui demandent ce droit d'asile ne l'obtiennent pas, mais in fine parviennent à rester sur le territoire français, tout simplement parce qu'il y a moins de 20% des obligations de quitter le territoire français qui sont appliquées. Et donc on voit bien que finalement, il suffit aujourd'hui d'arriver sur le territoire, de faire cette demande de droit d'asile pour être certain quasiment de ne jamais être expulsé du territoire et peut-être même d'espérer une naturalisation, puisque vous savez que sous Emmanuel Macron, c'est à peu près 30 000 naturalisations par an qui ont été opérées. Donc voilà, l'idée c'est simplement de faire en sorte que cette politique s'adresse prioritairement à de véritables réfugiés, notamment politiques, et qu'elle puisse être déposée auprès des ambassades françaises ou des réfugiés politiques, les réfugiés ukrainiens aussi ? Et les réfugiés ukrainiens qui là bénéficient d'un statut en effet particulier. Je crois que de ce point de vue-là, c'est cohérent puisque c'est l'état d'esprit que nous avons en ce qui nous concerne. Les réfugiés européens ont vocation à être d'abord prioritairement accueillis par les pays européens, les réfugiés arabes par les pays arabes, les réfugiés africains par les pays africains. C'est logique, ça permet de conserver une proximité géographique, de faciliter le retour au pays une fois les choses apaisées, de donc faciliter pour vous, aussi les réfugiés ukrainiens qui veulent venir en France, il faut les accueillir. Dans la mesure de ce que nous pouvons
assumé, j'ai envie de vous dire, financièrement et logistiquement, parce que vous savez que chaque fois qu'une famille ukrainienne arrive, il faut pouvoir bien sûr l'accueillir dans des conditions décentes, c'est-à-dire la loger notamment. Or, vous connaissez la tension que nous avons aujourd'hui sur nos logements sociaux. Nous avons déjà du mal à loger notre propre SDF, à assurer même le logement ce qu'on appelle maintenant les mineurs isolés et les multiples demandes, notamment relatives au droit d'asile. Donc c'est vrai qu'il faut pouvoir le faire dans la mesure de nos moyens. Et c'est à ce titre d'ailleurs qu'il me semble nécessaire de précisément réduire le dévoiement et l'immigration clandestine d'autres filières pour pouvoir accueillir davantage ces réfugiés de guerre ukrainiens qui devraient être prioritaires bien sûr. Un dernier mot sur cette question d'immigration. Est-ce que vous êtes pour des quotas d'immigration votés chaque année au Parlement ? Je ne crois pas nécessairement que ce soit la bonne manière d'aborder les choses, même si j'entends volontiers le fait qu'il soit utile d'établir les besoins, notamment sur le plan économique, et d'adapter la politique en conséquence. Mais ce qu'il faut dire quand même aujourd'hui aux Français, c'est que l'immigration de travail est une immigration extrêmement minoritaire. Sur l'ensemble des titres de séjour qui ont été accordés à des extra-européens depuis le début du quinquennat, c'est en moyenne entre 7 et 10% qui relèvent de l'immigration de travail. Donc ce qui est certain, c'est que si on ne peut pas sacrifier intégralement ses besoins en termes d'immigration de travail, la priorité c'est faire en sorte que ce soit d'abord de l'emploi français qui soit favorisé, et la deuxième chose, de réduire l'ensemble de l'immigration adjacente, j'ai envie de dire, qui ne répond pas à des besoins économiques, et de faire en sorte que des étrangers, des personnes de nationalité étrangère qui se trouvent durablement au chômage sur le territoire français n'aient plus vocation à rester parce que malheureusement nous n'avons plus le luxe de pouvoir supporter cela. Un mot sur l'école, c'est une des priorités du programme d'Éric Zemmour. Alors il veut rétablir l'autorité, revenir aux savoirs fondamentaux. Est-ce que comme Emmanuel Macron, vous êtes pour laisser la liberté, plus de liberté aux chefs d'établissement ? Alors, ça ne me choque pas sur le principe. Encore faut-il voir ce qu'il y a derrière cette liberté. Je suis quand même attachée au fait qu'il y ait un programme, par exemple, commun sur l'ensemble du territoire. S'il s'agit davantage de liberté, par exemple, dans les recrutements des professeurs, pourquoi pas, dans la sélection, dans la mise en place de primes au mérite, pourquoi pas, ou sur l'organisation administrative. Il faut des primes au mérite pour les professeurs, pour vous ? Moi, ça me choquerait pas. Je suis assez attachée à l'idée du mérite et je trouve que quand un enseignant a de très bons résultats, il faut pouvoir le récompenser. Donc si c'est de cet ordre-là, oui, je suis quand même attachée une fois de plus à un programme commun. Donc c'est un peu comme pour les universités. Je pense que l'autonomie universitaire, ce principe est une bonne chose. Faut-il en voir les contours et le fait qu'elle soit vraiment opérationnelle. Et au-delà de la prime au mérite, est-ce que vous êtes pour augmenter le salaire des enseignants ? Ce qui est sûr, c'est que nous sommes face aujourd'hui à une précarisation du métier d'enseignant qui pose de véritables difficultés, au point qu'aujourd'hui, il y a une crise de vocation, au point que nous sommes obligés d'accepter des enseignants qui parfois n'ont même pas la moyenne au concours de sélection. Donc, il ne faut pas espérer derrière que notre école soit à la mesure des attentes. Donc, il faut une grande politique cohérente de revalorisation de ce métier, à la fois sur le plan salarial, sur le plan du statut, sur le plan de la sélection. Ça, c'est absolument évident. Et sur le plan de l'autorité, parce que c'est vrai que beaucoup d'enseignants dans certains quartiers vivent un enfer du quotidien et ça ne contribue pas à leur donner envie de pouvoir enseigner. Et vous le savez, peut-être revoir aussi ce système qui est totalement aberrant, qu'on trouve aussi chez les policiers, qui consiste à envoyer les enseignants les moins expérimentés dans les secteurs les plus difficiles. Il faut faire l'inverse pour vous ? Il me semble évidemment qu'il faille réfléchir à un système qui, à l'inverse, envoie les enseignants les plus expérimentés vers les zones d'éducation prioritaire. Un mot sur un sujet qui préoccupe aussi les Français dans cette campagne, c'est la question de la retraite, de la réforme des retraites. Vous êtes pour la retraite à 64 ans. Comment ? À quelle échéance ? Et est-ce que c'est pour tout le monde à 64 ans ? Ou est-ce qu'il y aura des critères de pénibilité ? Alors, vous avez raison, c'est une réforme qui s'appliquerait de manière progressive sur l'ensemble du quinquennat. Donc l'objectif, c'est d'arriver à 64 ans à la fin du quinquennat. Donc en augmentant progressivement la durée de cotisation. Exactement, avec le maintien, bien évidemment, de tous les systèmes de départ anticipé qui existent actuellement pour carrière longue, pour pénibilité, pour handicap, c'est évidemment la moindre des choses. L'objectif des régimes spéciaux aussi ? De certains régimes spéciaux en tout cas, je pense que certains se justifient, d'autres non. Autant je vois une logique à celui de l'armée, je vois une logique moindre à celui par exemple de la SNCF aujourd'hui au regard de l'évolution des conditions de travail dans le ferroviaire. En revanche, il faut quand même comprendre l'objectif. L'objectif, il est triple si je puis dire. Le premier, c'est évidemment de garantir le financement de ce système
de retraite. Le deuxième, c'est de permettre qu'il y ait une augmentation des petites retraites, notamment jusqu'à 1 300 € par la baisse de la CSG. Et c'est surtout de sauvegarder à tout prix notre régime de répartition, régime de solidarité nationale, pour éviter que ce régime ne puisse basculer à terme vers un système de capitalisation qui est un régime tourné vers le privé, qui expose les retraités aux aléas, on va dire, du marché et qui, comme on peut le voir en Allemagne... 1 300 €, c'est la retraite minimum pour vous. De vrais problèmes. Non, ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut pouvoir augmenter, en effet, ces petites retraites par la baisse de la CSG. Allez, on va passer à la campagne d'Éric Zemmour. Vous avez regardé Emmanuel Macron ce week-end en campagne à la Défense. En grande partie, parce que c'était très long comme à son Qu'est-ce que vous en avez pensé ? J'en ai pensé que ça lui ressemblait, c'est-à-dire un espèce de grand show avec à l'américaine, avec avec DJ, avec slogan préparé auprès des jeunes. J'ai vu aussi un candidat qui n'était pas tout à fait cohérent avec le bilan du président, mais j'imagine qu'on va en parler. Ouais, justement, parce qu'il a quand même eu cette phrase, il a fustigé ceux qui défendent le grand rabougrissement, vous visant très vraisemblablement. Oui. Qu'est-ce que vous en dites ? J'en dis que je retrouve là les vieilles techniques faciles de ceux qui, ne voulant pas répondre sur le fond politique et sur le bilan, en reviennent aux attaques morales ou de principe. On retrouve c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a entendu pendant très longtemps avec les heures les plus sombres de notre histoire, les idées nauséabondes. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a de rabougri à vouloir défendre l'identité française. Il a notamment fustigé le politiquement abject. Est-ce que vous êtes senti visé avec votre candidat Éric Zemmour ? Oui, j'imagine que c'était le but, en tout cas. Vous l'avez pris pour vous ? Ça me paraît évident et tout le monde l'a analysé comme ça, donc ne tournons pas autour du pot. C'est assez intéressant d'ailleurs le fait qu'il vise aussi directement, d'une certaine manière, Éric Zemmour. Ça veut dire que à travers ce duel qu'il installe, il voit bien que c'est là que se trouve le véritable différentiel sur le plan de la vision et sur le plan de la politique menée. Avec Éric Zemmour plus qu'avec Marine Le Pen pour vous ? Ou il visait les deux quand il disait ça ? Je ne sais pas exactement, mais manifestement, dans toutes les analyses telles qu'on les voit, il semble quand même viser particulièrement Éric Zemmour. Moi, ce que je constate, si vous voulez, c'est ça qui m'a frappé dans ce discours, c'est qu'il y a une déconnexion entre le président et le candidat. Enfin, je veux dire, je vois un candidat qui nous explique qu'il va lutter contre la désindustrialisation, et j'ai vu un président qui a perdu 100 000 emplois industriels sur le quinquennat. Je vois un candidat qui nous explique qu'il faut, là d'ailleurs, réponse une nouvelle fois à Éric Zemmour, soi-disant défendre la France dans son unité parce que la France est un bloc et la prendre dans son ensemble. Et c'est le même président qui expliquait que les gilets jaunes sur les ronds-points étaient une lèpre populiste, que les non-vaccinés étaient des non-citoyens et qu'il voulait, il y a quelques mois, emmerder les Français. C'est un candidat qui explique qu'il n'y a pas d'argent magique et c'est un président qui a plus 700 milliards d'euros de dettes supplémentaires et, je précise, et c'est pas moi qui le dis, c'est un certain Éric Woerth avant même de rejoindre Éric Zemmour. Lapsus. Emmanuel Macron, qui disait que hors crise, l'augmentation de la dette était de plus de 100 milliards d'euros. Voilà, donc je pourrais vous multiplier les exemples. Promet ce que le président n'a pas fait, c'est ça que vous dites ? Exactement, je pourrais multiplier les exemples, mais c'est vrai que on a cette ambivalence, on a ce président qui est capable de faire des embardées spectaculaires. On l'a vu sur le nucléaire, on l'a vu sur les retraites, on l'a vu même sur un sujet un peu plus technique, j'ai envie de dire, qui touche à l'autonomie alimentaire, qui est aujourd'hui présenté comme un grand objectif, alors même que pendant des mois, le président, aujourd'hui candidat, défendait le fameux pacte vert au niveau européen à travers ses eurodéputés, qui est un pacte qui conduit à des restrictions extrêmement drastiques auprès de nos agriculteurs et dont l'étude d'impact qui a été faite conclut à une baisse de 15% de la production alimentaire si elles étaient mises en place. Alors maintenant, il dit qu'il faut revenir dessus. Alors oui, il dit qu'il faut revenir dessus, mais vous voyez bien qu'en fait, on se rend compte qu'on est prêt à se mettre entre les mains d'un homme dont on ne sait pas à quelle sauce il va nous manger dans 6 mois, ce qui est quand même un peu embêtant. Vous voulez mettre fin au mandat de Macron diviseur. C'est comme ça que vous l'avez surnommé lors du meeting de Toulon. Est-ce que pour mettre fin à ce mandat, aujourd'hui, la mieux placée, c'est pas Marine Le Pen ? Non, je ne crois pas, pour une raison simple, c'est que ce duel a déjà eu lieu d'une certaine manière et on voit bien aujourd'hui que, et c'est ce dont je suis convaincue, Éric Zemmour a des marges de progression et des capacités de créer la surprise au second tour
dont je pense que Marine Le Pen ne dispose pas. Je crois parce qu'il a aujourd'hui... Quelle marge ? Je crois qu'il a aujourd'hui une capacité, on le voit dans les Français qui sont prêts à voter pour lui, de rassemblement à la fois des électeurs RN et LR. On le voit dans son équipe, on le voit dans sa capacité à briser le cordon sanitaire avec des personnalités par exemple comme Éric Ciotti, numéro 2 de LR, comme François-Xavier Bellamy, chef de la délégation LR au Parlement européen, qui ont d'ores et déjà dit... Zemmour, hein. Non, tout à fait, mais qui ont d'ores et déjà dit... en cas de deuxième tour, Emmanuel Macron, Éric Zemmour, nous voterons pour Éric Zemmour. Et donc on voit bien que de ce point de vue-là, il y a une capacité à créer la surprise que malheureusement Marine Le Pen, selon moi, dont elle ne dispose pas. Pardon. Les sondages ne consolident pas la position d'Éric Zemmour ces derniers jours. Vous ne regrettez pas d'avoir choisi le camp d'Éric Zemmour plutôt que celui de Marine Le Pen? Non, je ne regrette pas du tout parce que j'ai fait là un choix de conviction et j'ai rejoint un candidat qui partager à la fois la stratégie et la ligne que je défendais moi-même au Front National à l'époque où cette ligne n'était pas partagée et même parfois combattue. Donc je ne préjuge pas des sondages. Je pense qu'il faut savoir s'en méfier quand ils sont bons comme quand ils sont mauvais. D'ailleurs, ce qui n'est pas toujours le cas, il faut bien l'admettre quand on fait de la politique. Et je suis retombée sur une information qui je trouvais intéressante. Avant 2002, vous le savez très certainement, il n'y avait pas de publication de sondage les 2 dernières semaines de l'élection. Je trouve que c'était assez sain parce que ça permettait d'éviter que finalement les sondages n'influencent l'opinion. Et je pense que la mécanique du vote utile est une mauvaise manière de penser la démocratie parce qu'on a de très nombreux exemples en France notamment et encore très récents des erreurs commises par les sondages, notamment aux dernières régionales et même à l'étranger, puisque vous avez vu Viktor Orban a été réélu en Hongrie et jeudi seulement on donnait 3 points d'avance avec l'opposition, finalement il en a 18. Donc il faut se méfier des sondages. Incident de campagne ce week-end entre Éric Zemmour et le frère de Zinedine Zidane au cours d'un match de foot. Donc Éric Zemmour a dû quitter les lieux à la demande du frère de Zinedine Zidane. Quelle analyse vous portez, quel regard vous portez sur cet incident? Je trouve ça déplorable parce qu'en l'occurrence, c'est des militants qui avaient réservé une salle de foot à Marseille couverte pour pouvoir jouer avec Éric dans les règles de l'art. Hein. Tout avait été réglé, rémunéré pour des raisons de sécurité, évidemment, la présence d'Éric. De façon anonyme. Mais pour des raisons de sécurité, tout simplement parce que vous savez qu'à Marseille, chaque fois que Éric Zemmour se déplace, il est harcelé par une horde d'antifa, manifestement que le gouvernement n'arrive pas à maîtriser. Il se trouve qu'à peine arrivé, en effet, des personnes sur place ont menacé de faire descendre les quartiers nord de Marseille pour le sortir. Donc c'est vrai qu'on se rend compte, c'est bien que les Français voient ces images aussi, on se rend compte qu'on est dans un pays où un candidat à la présidentielle ne peut plus faire un match de foot sereinement sans être intimidé, menacé de violence dans certains quartiers de France, c'est pas très rassurant. Voilà. Robert Ménard, que vous connaissez, qui est le maire de Béziers, qui est soutien de Marine Le Pen, ce qui n'empêche pas d'être critique, dit qu'Éric Zemmour a rendu plus audible le discours de Marine Le Pen en montrant qu'on pouvait être plus dur et plus à droite. Il accuse également Éric Zemmour de mépris de classe. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai du mal à donner du crédit à la parole de Robert Ménard parce que c'est un homme qui depuis quelques mois a fait des changements de pied assez spectaculaires. On s'en souvient, il y a quelques mois, il s'affichait encore comme un ami d'Éric Zemmour. Ils étaient même à le soutenir. Il se présentait comme un potentiel agent réconciliateur entre les deux. Il a aujourd'hui manifestement complètement changé d'idée. Il a changé d'idée aussi sur, par exemple, on en a beaucoup parlé, les réfugiés syriens, faisant un parallèle selon moi un peu inepte avec les réfugiés ukrainiens, puisque à l'époque, évidemment, il y avait à travers cette arrivée des réfugiés syriens une menace djihadiste majeure du fait que la Syrie était le cœur de l'État islamique. On s'en souvient et les victimes du Bataclan, malheureusement, s'en souviennent aussi. Puisque les terroristes ont utilisé le couloir humanitaire, en effet, du passage des Syriens à l'époque. C'est un homme qui a changé d'avis aussi sur l'aide médicale d'État, par exemple. Vous ne le comprenez plus. Donc voilà. Donc en fait, mais Éric Zemmour, il n'a pas un peu centralisé Marine Le Pen? Est-ce qu'il n'a pas rendu moins dur? Ce qui est sûr, c'est qu'il a pris les foudres à sa place, manifestement depuis le début, probablement, et ça j'en suis convaincue, parce qu'il y avait beaucoup d'inconnus dans la candidature d'Éric Zemmour et que beaucoup l'ont vu et le voient encore comme ayant une véritable capacité de recomposer la vie politique française. Et donc c'est vrai qu'il a subi, on va dire, un traitement qu'aurait subi il y a quelques années encore Marine Le Pen à bien des égards. Et on peut d'ailleurs s'étonner qu'elle-même parfois ait repris des arguments de la gauche qu'elle avait
elle-même subi fut un temps avec des propos parfois très durs, ce que je trouve un petit peu dommage. Et justement, est-ce que ça va empêcher une réconciliation, un ralliement dans l'entre-deux tours entre Marine Le Pen et Éric Zemmour? En tout cas, moi j'ai pris position là-dessus. J'ai dit que je souhaitais qu'il puisse y avoir la construction d'une majorité parlementaire avec des coalitions au sein des législatives. Ça, pour les législatives, est-ce que dans l'entre-deux tours, les deux, est-ce que vous allez favoriser ce dialogue? Les deux sont très souvent cohérents. Moi, j'ai dit personnellement que si Marine Le Pen était qualifiée, bon, évidemment, je voterais pour elle et j'appellerais à voter pour elle du fait de l'opposition évidente à Emmanuel Macron. Ce que je constate, c'est qu'Éric Zemmour, à de très nombreuses reprises, a envoyé des signaux. Il a dit qu'il était prêt au dialogue, il a dit qu'il était prêt à la discussion, à réfléchir à des alliances. Donc, il y est ouvert. Je ne sais pas quel est l'état d'esprit du Rassemblement national de ce point de vue-là. C'est vrai que c'est un peu plus difficile à saisir au regard des propos, comme vous l'avez rappelé, de Marine Le Pen, très durs sur Éric Zemmour, candidat de la guerre civile. Enfin bon, des choses assez étonnantes. Donc, je ne sais pas ce qu'il en sera. Ça vous a surpris? Ça m'a surpris parce que je vous disais, une fois de plus, moi je viens du Front National, donc je l'ai vécu à l'époque. J'ai souvenir d'avoir entendu les mêmes reproches faits à Marine Le Pen. Vous pourriez retourner au Rassemblement national parce que Marine Le Pen, elle ne vous met pas dans le même sac, pardon pour l'expression, que les autres. Elle dit mais Marion Maréchal, c'est pas pareil. Elle avait quitté le RN. Vous n'êtes pas considéré comme une traîtresse? Ce qui est vrai, c'est que moi j'avais quitté le Front National depuis maintenant longtemps, donc j'avais pas de devoir, on va dire, de loyauté à l'égard du mouvement. J'avais plus de mandat, donc j'étais libre de ce point de vue-là. Mais je ne me vois pas retourner au Rassemblement national puisque je l'ai quitté pour de bonnes raisons. Je l'ai quitté parce que je ne me sentais plus en phase à l'époque avec la ligne, avec la stratégie défendue. Et une fois de plus, c'est pas quelque chose de personnel. Moi, je suis pas dans un règlement de compte à l'égard de quiconque. Je suis vraiment dans un sujet politique. Et le sujet politique aujourd'hui pour moi, c'est que Éric Zemmour réussit à poser des fondations que j'appelle de mes vœux depuis longtemps. Et je vois dans l'équipe à laquelle j'appartiens aujourd'hui des digues tomber entre les droites. Et je crois que c'est là, demain, que peut se jouer la recomposition de la vie politique française. Un dernier mot rapidement, est-ce qu'un meeting commun, Le Pen-Zemmour, dans l'entre-deux tours, ça vous paraît probable? En tout cas, Éric Zemmour n'a pas fermé la porte si jamais il y avait des alliances. Donc voilà. Ce que j'aimerais, c'est que Marine vienne au meeting d'Éric Zemmour qualifié au second tour. Merci Marion Maréchal d'avoir été notre invitée ce matin. Soutien évidemment d'Éric Zemmour. Merci beaucoup. Merci.